Bon, bah, du coup, bonjour à tous et à toutes. Bon, c'est pas Pierre-Henri Morand, c'est Lucas Potin. Donc, moi, je suis doctorant en troisième année au LIA. Et donc, je vais vous présenter un peu nos travaux sur FOPA, donc pour French Open Public Procurement Award, donc qui est la base de données qu'on a créée, donc en collaboration avec mes encadrants de thèse, donc Vincent, Rosa et Christine, qui est à Saint-Étienne, et Pierre-Henri en plus. Donc, en fait, au départ de tout ça, il y a un projet, le projet DECOMAP, pour détection de corruption des marchés publics, qui est donc un projet ANR, et qui est donc un consortium entre le LIA, le LBNC, le CRA et Datactivist. Donc un grand mélange d'informaticiens, de juristes et d'économistes. Et l'objectif, en fait, c'est de s'occuper de tout ce qui est marché public français. Donc on a trois gros objectifs. Un, traiter la donnée, ça va être l'objet de ma présentation aujourd'hui. Deux, faire une analyse descriptive, une fois qu'on a la donnée. Et trois, proposer des méthodes de détection automatique de fraude et de corruption, notamment en utilisant des approches de type graphe. Donc, au début, on a des données brutes en fait via le TED. Donc dans le cadre des marchés publics, quand les marchés dépassent un certain montant, on est obligé de faire de la publicité. Et donc cette publicité, en fait, elle se fait sur un site qu'on appelle le Tenders Electronic Daily, où on publie des appels d'offres et des avis d'attribution des marchés publics. Donc c'est des données qui sont disponibles en ligne, accessibles en open access, et qui sont disponibles depuis 2005, sachant qu'elles ont commencé à être d'une qualité raisonnable à partir de 2010. Donc de 2010 à 2020, ça représente quand même un sacré paquet de données puisque c'est environ 1,3 million lot, juste pour la France. Et on a donc on a plein de variables, plus de 70 variables par lot qu'on peut regrouper en 4 grosses catégories. Donc tiens, il en manque une, bon c'est pas grave. On a tout ce qui est metadata, donc par rapport à la notice. Ce qui manque, c'est les agents, c'est-à-dire on est capable d'identifier qui a passé le marché et qui a gagné le marché. On a des attributs sur les lots. Donc, et des attributs en plus sur le processus d'attribution, donc à quel prix ça a été attribué au final, est-ce qu'il y a eu des critères, etc. Donc on a ces données-là qui sont accessibles en ligne. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas utilisables telles quelles, parce qu'il y a plein de problèmes dedans. Donc là, j'ai marqué problème de notice, manquante, des séparations des agents qui sont mauvaises, etc. Les deux plus gros problèmes, ceux que je vais développer un petit peu pour se rendre compte à quel point la donnée est de qualité moindre, c'est la description inconsistante des critères d'attribution et l'identification des agents manquants. Donc pour commencer, les critères d'attribution. Donc dans un marché, on est obligé de renseigner comment on a jugé les différents candidats pour choisir le meilleur candidat. Donc c'est sous cette forme-là, en fait, là je vous ai représenté deux marchés différents et donc la partie critères d'attribution des deux marchés. Donc l'exemple du haut, en fait, c'est le bon élève. C'est-à-dire on a le type de critère, donc quality criterion ou price, un petit descriptif du critère quand ce n'est pas le prix, un slash et le poids. Donc ça, c'est super facile à exploiter par la suite parce qu'on sait bien le poids de chaque critère et ce que ça représente. En bas, on a le mauvais élève qui a tout mélangé. Donc déjà, en fait, le prix, il l'a mis avec les critères classiques. Donc on n'est pas capable d'identifier le critère prix d'un premier coup d'œil. Et en plus de ça, il a mélangé les poids avec le texte. Donc compliqué à utiliser aussi. Donc des données comme ça, en fait, vu qu'elles ne sont pas normalisées, on est obligé de faire un travail de pré-processing d'abord pour pouvoir en faire quelque chose par la suite. Le deuxième gros problème, c'est l'identification des agents. Donc en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, notre objectif par la suite, c'est de proposer des approches de type graphe. Et quand on veut utiliser des approches de type graphe, quelque chose qu'on a besoin de considérer en plus, c'est d'être bien sûr que quand on dit la mairie A a fait un contrat avec l'entreprise B, qui est vraiment la mairie A et qui est vraiment l'entreprise B. Être certain de l'identification et comme ça, par la suite, on peut construire des réseaux. En France, on a une solution toute faite en fait, pour ce problème-là, c'est le numéro de SIRET. Donc c'est un identifiant de 14 chiffres qui permet d'identifier chaque agent, que ce soit les agents publics ou les agents privés, et d'être certain de son identité. Le problème, c'est qu'autant je me plaignais tout à l'heure pour les critères d'attribution, ouais, les données ne sont pas très bien renseignées, pour le SIRET c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de données, comme ça il n'y a pas de problème. Et donc en fait, voilà, donc pour les fournisseurs c'est catastrophique, on a je crois 3 ou 4% de remplissage, et pour les clients c'est un peu mieux, on est autour de 15%. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, on a construit FOPA, qui est en fait une version du TED consolidée. Donc en 4 parties, d'abord on a fait un gros nettoyage des champs, parce que forcément il y a plein de choses, niveau typographie, etc. En plus de ça, on a une partie séparation, parce que par exemple, je parlais des agents tout à l'heure, pour les clients, on a un seul champ et on met tous les clients dedans. Donc quand il y en a plusieurs, on mélange tout, et donc il faut être capable de bien séparer pour tout récupérer. Dans un deuxième temps, on a fait un traitement spécifique sur les critères, parce qu'ils étaient vraiment inexploitables comme ça, pour en faire quelque chose. On a essayé de retrouver le numéro des SIRET des agents. Donc en fait, on a recoupé avec la base française qui est la base Sirène des numéros de SIRET.
On a essayé d'utiliser les différentes informations qu'on avait disponibles, donc le nom, les attributs géographiques, etc., pour essayer de retrouver le numéro de SIRET quand on pouvait. Et une fois qu'on a fait tout ça, déjà on a des données plus propres, et en plus maintenant on peut enrichir la base. Par exemple, une fois qu'on a le numéro de SIRET, on peut utiliser GeoSirène, qui permet d'avoir la composante, la géolocalisation, donc latitude, longitude, pour toutes les entreprises où on a retrouvé le SIRET. Donc j'ai mis un petit diagramme de la base FOPA. Alors ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'en fait on a 3 grosses tables. On a tous les lots dans une table, tous les critères dans une table et tous les agents dans une table. Et ensuite on a des relations pour dire que tel agent a été tel client pour tel lot et tel agent a été tel fournisseur pour tel lot. Pour donner un petit peu quelques statistiques, en fait, donc FOPA qui se concentre entre les marchés publics de 2010 à 2020, c'est 410 000 marchés pour un peu plus de 1 380 000 lots et 300 000 agents environ. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on prend le TED, notamment après la partie séparation, donc tous les agents qui sont dans le TED de base, et on regarde juste est-ce qu'ils sont identiques ou pas, on trouve plus de 900 000 agents uniques. Et après, nous, tout notre travail pour retrouver le numéro de SIRET, etc., on retrouve plus que 300 000 agents. Donc en fait, on a divisé le nombre d'agents par 3. Donc ça montre que ça avait vraiment un intérêt de faire ce travail-là, parce que sinon, en fait, on aurait représenté plusieurs agents identiques, plusieurs agents identiques de différentes manières au lieu de bien le concaténer en une seule version. Donc une fois qu'on a fait ça, en plus, on a envie un peu de vérifier les résultats parce qu'on dit qu'on essaye de sirétiser, mais comment savoir si on a bien sirétisé ou pas bien sirétisé? Donc en fait, on a fait 2 processus pour ça. Déjà, on s'est dit, bon, il n'y a pas beaucoup de numéros de SIRET dans le TED, mais il y en a quelques-uns. Donc on peut essayer d'appliquer notre processus sur les numéros de SIRET qu'on a déjà, et on voit est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Le seul petit problème, c'est qu'on se doute bien que ceux qui remplissent le numéro de SIRET, c'est les bons élèves. Donc si on note que sur les bons élèves, on risque de se biaiser un petit peu. C'est-à-dire que souvent, quand on a le numéro de SIRET, le nom est plutôt agréable, l'adresse est bien remplie, la ville, etc. Donc pour éviter d'avoir ce biais-là, on a décidé en plus de prendre 500 agents de manière complètement aléatoire dans le TED, de sirétiser ça à la main, donc c'est un peu fastidieux, et ensuite d'appliquer le processus pour voir est-ce qu'on trouve pareil ou pas. Donc en fait, les résultats sont en dessous donc, pour les deux graphiques. Donc il y a 4 couleurs en fait. Donc à gauche, c'est les parties déjà sirétisées du TED. À droite, c'est notre évaluation sur les 500 agents. Et donc on a 4 résultats possibles. Soit on a complètement réussi notre tâche, donc on a retrouvé les 14 chiffres du SIRET. Bon, c'est génial, on a retrouvé la bonne personne, on est content. Soit on retrouve seulement les 9 premiers chiffres du SIRET. Alors en fait, le SIRET, il est en 2 parties. C'est-à-dire que si je prends par exemple EDF, toutes les instances d'EDF, toutes les usines d'EDF vont partager les 9 mêmes premiers chiffres. Mais en fait, les 5 chiffres suivants, c'est pour déterminer est-ce que c'est EDF, Avignon, Limoges, etc. Donc si on retrouve au moins les 9 premiers chiffres, bon, on n'a pas réussi complètement le job, mais on a à peu près la bonne personne. Donc c'est quand même agréable. Si c'est incorrect, bon, on s'est complètement planté, ça arrive. Et sinon, c'est qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Et du coup, en fait, on arrive entre 70 et 80% de réussite selon si on considère le SIRET ou le SIREN. Donc un résultat acceptable. Maintenant, la suite, entre guillemets, une fois qu'on a fait FOPA, c'est, j'ai parlé donc du TED comme source de données, mais il y a d'autres sources de données. Il y a le BOMP, en fait c'est le TED, mais pour juste la version française, donc avec des seuils un petit peu moins, et les DECP, où en fait ça doit être tous les marchés publics. Donc l'idée, ça va être d'essayer de prendre ces 3 bases-là, de faire 3 fois le même processus et de tout regrouper dans une base pour avoir tous les marchés publics français et être tranquille. Le nouveau problème, c'est gérer les doublons. Donc, dans la théorie, c'est super pratique parce qu'en fait, puisque les seuils du BOMP sont plus bas que les seuils du TED et que les seuils du DECP, même principe, plus bas, tout le TED est contenu dans le BOMP, qui lui-même est contenu dans les DECP, et du coup, le travail n'est pas trop difficile. Le problème, c'est que dans la pratique, en fait, c'est le bazar, il y en a partout. Il y a des choses qui sont dans le TED, qui ne sont pas dans le BOMP, on ne sait pas trop pourquoi. Donc bon, c'est pas mon boulot, mais pour la suite, en fait, il va y avoir une partie un peu technique, on va dire. Donc maintenant, on parle aujourd'hui de données ouvertes, etc. Donc par rapport à FOPA, simplement, donc on a mis la base en open access, donc sur Zenodo. En plus de ça, on a également mis en open access le code source, donc pour reproduire la base, si vous voulez reproduire la base. Bon, ça prend beaucoup de temps, mais bon, il est disponible. Et on a écrit un article donc, dans Scientific Data, un data paper, pour présenter un peu le processus pour réaliser la base, etc. Et en plus de ça, on a un rapport technique de 80 pages, mais ça, c'est vraiment si vous êtes motivé, je ne vous le conseille pas. Du coup, merci de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.